CEO-radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur CEO-radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine. Et évidemment, nous vous en remercions. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter CEO-radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons un homme formidable, Christophe de Pontavis. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, vous êtes CEO d'Efficity. Exactement. CEO, hein. Vous êtes Picard d'origine, alors ça n'a peut-être pas de rapport, enfin je crois pas, mais votre truc, vous, c'est tout sauf le salariat, c'est ça? Ouais, en fait, dans ma vie, le salariat n'a jamais été une option. Mais dès le départ, en fait. Hein. Dès le départ, ouais, tout à fait. Je m'étais jamais dit que je ferais carrière dans un grand groupe. Et pourtant, j'ai commencé en faisant du conseil en stratégie. On va y venir, ouais. Et j'ai été fort malheureux, mais ça m'a poussé dans les bras de l'entrepreneuriat. Alors avant ça, vous faites HEC, l'ESSEC. On est à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous faites donc votre service militaire en VIE chez Renault. À l'époque, ça s'appelait CSNE d'ailleurs. Ouais, ça, alors là, ça nous ramène à très très loin. Hein. Mais vous faites ça chez Renault, mais en Slovénie. Exactement. C'est un truc de fou parce que avec la guerre en Serbie, pas très loin, c'est quand même pas très commun. Pourquoi cette idée? J'avais deux propositions, une au Yémen, oh là là. où c'était pas terrible non plus. C'était encore pire. La situation politique était pas très stable. Et là, il y avait l'ex-Yougoslavie, et en fait, il se trouve qu'en Slovénie, il y a eu 11 jours de guerre, donc il y a eu très peu de guerre, ouais. Et en l'occurrence, j'y étais pas. En revanche, j'étais chargé du développement du réseau de Renault en ex-Yougoslavie. Et on avait le projet fou d'ouvrir une succursale à Belgrade. Et à l'époque, en fait, la Serbie était soumise à des embargos successifs. Et donc, on passait notre temps à ouvrir, fermer. Donc, il y a ça. Et dans mon giron, il y avait aussi l'Albanie, qui était un pays que j'aimais beaucoup, parce que j'avais voyagé notamment à pied quand j'étais étudiant. Ah oui. Et c'était un peu plus chaud que la Slovénie quand même. Et la particularité de l'Albanie, c'est qu'il y avait à l'époque un parc automobile absolument dingue, assez récent, de grosses berlines, mais qui étaient surtout des berlines qui venaient d'Europe de l'Ouest et qui avaient gardé leur plaque d'immatriculation de Paris, de Munich. Et donc il n'y avait pas beaucoup de place pour faire des concessions avec des pièces de rechange chères, puisque les gens se servaient directement devant les moteurs. Mon Dieu. Donc du coup, il n'y a pas eu d'ouverture là-bas. Donc il n'y a pas eu d'ouverture, mais c'était une très belle expérience qui m'a également renforcé dans la conviction que j'étais plutôt fait pour créer ma propre aventure que de suivre vous-même celle des autres. Et pourtant, à votre tour, vous êtes embauché, vous en parliez il y a un instant, chez Roland Berger, le cabinet de conseil en stratégie. C'était pas donc votre truc, hein? J'avais fait un stage à l'époque de l'ESSEC chez Roland Berger qui est une très belle boîte, qui a continué de se développer et qui était très formatrice, mais c'était pas trop mon truc, à tel point qu'à la fin de mon stage, je m'étais dit que j'y retournerais jamais, mais il faut croire que parfois il n'y a pas le choix. Parfois, il y avait tout à fait le choix, mais j'y suis quand même retourné une bonne année. Mais on apprend des trucs quand même. C'était très très formateur. C'est un peu comme un MBA en fait, après une école de commerce. Donc on apprend ce qu'il faut, à être bien, mais on y travaille beaucoup. Et je me suis dit, je vais monter une boîte parce que je travaillais vraiment trop. Et donc, à l'époque, on était en 98-99. C'est la grande fièvre Internet. Internet, personne ne savait vraiment ce que c'était. Le HTML, c'était un genre de truc très conceptuel. Et du coup, on avait tous dans nos tiroirs quelques business plans, dont un, pour moi, qui a marché, qui s'appelle ImmoStreet, qui existe encore, qui était déjà l'immobilier, la petite annonce immobilière en ligne. Et le truc a bien pris, et donc j'ai démissionné de Roland Berger pour aller créer ImmoStreet. Et là, levée de fonds. Et là, on a fait des levées de fonds. Alors, c'était complètement dingue parce que la grande époque, parce qu'on avait quand même 24-25 ans. Donc, on savait évidemment pas ce qu'était Internet, encore moins ce que c'était que la création d'entreprise. Et on a levé, il me semble, autour de 2 millions. C'était en francs à l'époque, 2 millions de francs au cours d'un dîner avec des banquiers. Incroyable. Qui était là. Ils ne savaient pas plus ce que c'était qu'Internet d'ailleurs. Non, mais il devait avoir du flair parce que je pense qu'ils ont fait une bonne affaire. Ouais. Et ensuite, on a levé ce qui était en francs et qui avait de la gueule, 120 millions de francs auprès du fonds qui a été monté par Bernard Arnault, qui s'appelle EuropaTweb, qui s'appelait EuropaTweb, qui avait investi dans plein de projets, notamment The Bank, qui était déjà une banque, une néobanque, etc., mais qui avait probablement raison un peu trop tôt. Et l'entreprise a été rachetée par Se Loger.
Oui, tout à fait. Là, vous aviez quoi, 25, 26 ans? Donc j'avais 26 ans et l'entreprise a été rachetée par Se Loger. Ce qui était plutôt une belle aventure. Mais c'était l'idée au départ? Fallait les revendre ou... Je crois que... Parce qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui revendent tout de suite pour faire de l'argent. C'est pas forcément mal. Hein. Et puis il y a ceux qui veulent construire quelque chose. La vérité, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'idées sur ce qu'on voulait faire après. Je pense que ce qui nous rassemblait, c'est qu'on voulait vivre une aventure humaine et entrepreneuriale et que l'argent serait la conséquence de nos actions et de nos bonnes actions. Et que probablement, on a fait preuve d'un peu trop d'optimisme par rapport à ça. Mais en tout cas, l'argent n'a jamais été un driver d'aucun des projets sur lesquels j'ai bossé d'ailleurs. Si ce n'est que c'est une condition nécessaire pour qu'il se développe. C'est clair. Et qu'une fois qu'on a l'argent, on est bien content d'avoir gagné. Et alors, c'est là qu'arrive Efficity. Alors, entre-temps, en fait, on a remonté une autre boîte avec une personne dont on avait racheté la société serial entrepreneur chez Imo Street. Alors, Imo Street, c'était une période très courte, parce que finalement, ça a duré de 99 à 2002, donc ça a duré 3 ans pour moi. Mais en 3 ans, on a fait des trucs que d'habitude on fait en 20 ans, donc racheter des boîtes, en revendre, embaucher 200 personnes et en licencier 150, enfin bref, plein de trucs on prend 10 ans qui forment beaucoup. Et ensuite, on allait créer une boîte dans le cadre d'un groupe familial qui est l'Argus Automobile, où on a développé pendant 5 ans Argus Interactive avec une personne que j'avais rencontrée chez Imo Street et qui est désormais mon associé et avec qui j'ai créé Efficity en 2007. Ah oui, ça remonte. Hein. Et donc ça remonte, oui. Ça remonte Alors c'est quoi Efficity? Faut nous dire ce que c'est. Efficity, l'histoire de départ, c'est assez rigolo parce qu'on bossait à l'Argus, donc on faisait des estimations de véhicules d'occasion. Et il y avait une idée qu'on avait chez Imo Street qui était de faire de la cote immobilière. Donc moi j'aime bien les maths. Et donc je me suis mis à modéliser les valeurs des appartements et les valeurs des immeubles autour de chez moi dans le 9e. C'est ça, on commence comme ça autour de chez soi, on fait le quartier, puis après la ville, et puis... Voilà, et donc je pense qu'on m'invitait même à des dîners de cons parce que j'étais obsédé par ça. Et donc on a commencé à avoir finalement en fait un module qui marchait assez bien. On l'a étendu à tout Paris, puis à l'Île-de-France et ensuite à la France entière. Et ça a été le début d'Efficity. On ne s'était pas perçu et on n'avait pas réfléchi auparavant que finalement les agences immobilières tous les jours mettaient des prospectus dans les boîtes aux lettres pour proposer de faire une estimation immobilière gratuite. Et je crois qu'on n'avait pas complètement compris au début que c'était un truc assez révolutionnaire pour le marché, puisque sans mauvais jeu de mots, en fait l'estimation c'était le pied dans la porte des agents immobiliers pour identifier des projets de vente. Alors, pour info, aujourd'hui on fait 80 000 estimations par mois, donc ça veut dire que notre réseau a accès à 80 000 indications de projets de vente en France, sachant qu'il y a 1 million de ventes en France tous les ans, donc on a une grosse partie du marché. Et on a identifié que depuis 2014, sur les ventes qui ont été réalisées en France, il y en a 60% qui sont passés par nos estimations. Donc c'est quand même... Pas mal. On n'a pas fait exprès, mais on a créé une machine de guerre sur l'immobilier. Alors si on vous demande de résumer, en une phrase, sur ce qu'est Efficity. Alors Efficity, en fait, c'est un réseau d'agents immobiliers indépendants. Oui. Et le rôle d'Efficity, c'est d'aider des personnes qui veulent, comme nous, créer des entreprises, à créer et développer leur société dans le domaine de l'immobilier. D'accord. Donc notre cible, c'est des cadres. Notre cible, c'est plus de la dizaine. En fait, c'est des commerciaux trentenaires qui veulent changer de job et qui pensent qu'ils seraient beaucoup mieux payés s'ils étaient tout seuls. Des quarantenaires qui sont au bord du précipice, ou en tout cas qui en ont marre qui sont en général des cadres, et qui ont notamment marre de commuter, d'aller au bureau, et qui veulent plutôt se reconcentrer autour de chez eux. Et qui n'osent pas créer leur propre boîte, c'est ça? Et qui n'ont pas forcément l'idée pour créer leur boîte, qui n'ont pas forcément le manque d'aversion pour le risque que moi je peux avoir, et qui se disent je veux bien créer une entreprise, mais de manière accompagnée. Et la troisième cible, c'est les cinquantenaires, qui sont plutôt des cas de sup qui nous rejoignent, et qui veulent passer les 10-15 dernières années de leur carrière se faire plaisir. Dans un truc moins hostile que la grande entreprise. Ouais, je comprends. On peut parler du chiffre d'affaires aujourd'hui, 2019 ? En 2019, on va passer au-dessus des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est très content. Pas mal pour une boîte assez jeune. Sachant qu'on a fait 20 millions en 2018, donc c'est une croissance qui est quand même assez phénoménale. Effectivement. Vous avez des projets, j'imagine? Alors on a quelques projets. Alors on a déjà des projets qu'on est en train de développer, notamment...
on diversifie un petit peu notre business en faisant du courtage en crédit immobilier, en vendant du neuf et en faisant de la location, sachant qu'auparavant on faisait que de la transaction. Et on est en train de se développer en Europe, donc on est en train d'étudier par quel bout on prend la problématique européenne, sachant que notre conviction, c'est que le modèle peut se développer dans la plupart des pays européens, probablement hors Grande-Bretagne, qui a qui est très spécial, qui est un pays, on le voit tous les jours, fort spécial. Donc, dans tous les domaines. Donc voilà, donc on a une vision de l'Europe, un peu de l'Atlantique à l'Oural, hors Grande-Bretagne. Bon, ça, c'est des projets à venir dans les années qui viennent. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, je comprends. Les taux de crédit baissent, c'est une bonne nouvelle ? Pour l'immobilier, c'est une bonne nouvelle. C'est rageant parce que je crois que ça fait 5-6 ans que quand on me pose la question, je dis que on ne voit pas comment les taux peuvent continuer de baisser, mais ils baissent. Bon. Et donc c'est un bon moment, enfin, pour tous ceux qui nous écoutent, à la fois pour acheter et pour vendre, de s'endetter. Non, mais surtout de s'endetter en fait. Bien sûr. Alors, après on peut vendre, mais surtout de refinancer ses biens immobiliers, de s'endetter. Évidemment. L'argent n'est pas cher. Alors petit, on va passer à la personne que vous êtes. Petit, vous rêviez d'être vétérinaire. Alors vous adorez les animaux évidemment. Tous les animaux, vous en avez plein. Écoutez, alors j'aime particulièrement les chevaux et il se trouve que chez moi j'ai un chien, mais parce qu'un cheval à Paris, c'est pas facile. Un cheval à Paris dans le jardin. J'ai une maison à Paris. Ah ouais, je pourrais le mettre, mais il serait assez malheureux. Mmh. J'aime surtout la nature, les grands espaces, hein, et c'est ce qui me poussait, je pense, quand j'étais petit. C'est le côté picard. C'est mon côté picard. Ouais. Je peux le faire avec l'accent aussi. Hein, c'est mon côté picard. Oui. Et je pourrais donc ouais, c'était tout à fait mon rêve. Et puis à l'adolescence, je ne sais pour quelle raison, je me suis éloigné de ce projet. Ça vous a pas mal réussi en tout cas. Vous êtes un grand amateur de Haut-Marbuset et vous cuisinez merveilleusement, en tout cas c'est ce que je crois savoir, le chevreuil de 7 heures. Là, je veux la recette. Ah, là, bien, au micro. C'est long, je ne sais pas si je peux donner des recettes rapidement. familiales, mais, à moins que ce soit un truc de famille. Non. Alors, bon, quel vin vous mettez dedans pour que... il faut mettre du vin. Alors, je suis pas sûr que ce soit une question de vin. Alors déjà, en fait, D'accord. j'ai un accès à la matière première assez direct, puisque en même temps, toutes mes activités, je suis exploitant forestier. D'accord, et donc, vous avez le temps. Et donc, dans la forêt, il y a des animaux sauvages. Et ça se cuisine un peu comme un agneau de 7 heures, mais c'est une viande qui est un peu moins goûtue. Donc, faut rajouter des choses. Faut pas avoir peur d'en faire trop, ouais. en fait, sur l'assaisonnement. Et après, ça se cuit... à peu près comme un agneau de 7 heures, donc il faut être très patient. À feu doux, longtemps. On peut durer, c'est pas grave si ça dure 10 heures et pas 7 heures. Exact. Et donc, c'est très très bon. Ouais, il va falloir qu'on essaye, mais c'est pas Je vais vrai. vous inviter pour... avec grand plaisir, dans votre maison à Paris, donc exactement. Très bien. Ou en Picardie, si vous voulez. Ouais, avec grand plaisir. Et alors, suite à un merveilleux voyage au Vanuatu avec vos enfants, vous sponsorisez les études d'un petit garçon là-bas. Vous nous en dites un peu plus là, ouais, parce tout que à fait. C'est sympa. Alors, ça. Il se trouve que j'ai une amie qui est médecin qui passe au moins 2 mois par an au Vanuatu pour ouais. s'occuper de dispensaires et on a fait un voyage cet été au Vanuatu qui est une contrée un petit peu comme Lévi-Strauss probablement on a visité, donc c'est très très étonnant. Hein, les gens vivent avec des étuis péniens, donc quasiment dans la forêt, vraiment, donc c'est splendide. Au départ. Et il se trouve que en revenant, notre ami médecin nous a dit que elle aidait un petit garçon qui avait une tumeur au cerveau à revenir en France pour se faire opérer, sinon malheureusement il serait plus de ce monde. Et il s'est fait opérer à Necker, il s'en est très bien sorti, mais il est devenu aveugle, donc c'est un sujet important. Et pour avoir une scolarité normale, il fallait donc adapter une classe. Et donc on a créé une association donc pour Allison, pour ce petit garçon qui est au Vanuatu, pour lui payer ses études et pour qu'il puisse suivre une scolarité normale. Donc il a passé quelques mois en France au moment où il s'est fait opérer. Et on a pu l'accueillir. C'était vraiment un très très bel échange. Et il continue, il a 7 ans maintenant, et il continue du coup ses études au Vanuatu. C'est une super belle histoire. Tout à fait. Et merci beaucoup Christophe. Fin de ce numéro de CEO Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CEO Radio.tv évidemment et sur iTunes. Suivez nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve bien sûr mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. CEO Radio.tv vous a été présenté par Richard Fremder.